Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu t'intéresses de près ou de loin au Bitcoin ou aux crypto-monnaies en général. Cette vidéo, elle est parfaite si tu débutes ou que tu as besoin d'une piqûre de rappel. Avant de parler du Bitcoin, on va commencer par s'intéresser à la technologie sur laquelle il repose, la blockchain. Si tu sais pas ce que c'est pas grave, je vais te l'expliquer de manière simple. La blockchain, c'est une chaîne de blocs. Non, plus sérieusement, la blockchain, elle fournit des informations immédiates, partagées et totalement transparentes. C'est stocké dans un registre non modifiable, je vais t'expliquer cela après. Un réseau de blockchain, ça peut suivre des commandes, des paiements, des comptes, la production de biens ou de services. Ça peut en fait suivre quasiment n'importe quoi. Tu peux voir tous les détails d'une transaction de bout en bout. Mais comment ça fonctionne concrètement ? Chaque transaction, en fait, elle est enregistrée sous la forme d'un bloc de données et chaque bloc, il est relié à ceux qui le précèdent et à ceux qui le suivent. Ces blocs forment une chaîne de données lorsqu'un actif est transféré d'un emplacement vers un autre ou qu'il change de propriétaire. Les blocs confirment l'heure et la séquence exacte des transactions et sont liés les uns aux autres de manière sécurisée. La blockchain, elle est inviolable. C'est ce qui constitue sa force principale, l'inaltérabilité. En gros, tu ne peux pas changer les données de la blockchain une fois qu'elles sont inscrites. Ainsi, toute falsification par un acteur malveillant est impossible et vous disposez d'un registre de transactions auquel vous et les autres membres du réseau pouvez faire confiance. Ok, maintenant qu'on sait sur quoi repose le Bitcoin, on va voir qui l'a créé. Le Bitcoin, il a été créé en 2009 par Satoshi Nakamoto. Et là, tu vas me dire, c'est qui ce mec ? Eh ben, on sait pas. On sait pas si c'est un homme, on sait pas si c'est une femme ou même un groupe d'individus, une entreprise, on sait pas. Peut-être avec son prénom, on pourrait dire que c'est un japonais. Bref, on sait juste que cette entité, elle a créé le Bitcoin et qu'elle en possède environ 700 000. Pour vous donner une idée, ça fait à peu près 21 milliards de dollars. Combien ? Bon, je pense que maintenant on a toutes les infos pour commencer à parler du Bitcoin. Déjà, la première question que vous devriez vous demander, c'est pourquoi ça existe ? Quel est le but du Bitcoin ? À quel problème répond-il ? Le but du Bitcoin, ce pourquoi il a été créé par Satoshi Nakamoto, c'était de créer un système de cash numérique qui permet aux gens d'échanger de la valeur sans passer par un intermédiaire comme une banque par exemple. Ainsi, nous devenons maîtres de notre argent avec tous les avantages et les inconvénients. Tu es libre financièrement et tu n'as de compte à rendre à personne. Si tu veux acheter quelque chose, tu l'achètes. Tu n'es pas obligé de demander à ta banque l'autorisation. Mais d'un autre côté, tout ce qui t'arrive, c'est ta faute et il n'y aura personne pour t'aider si tu as un problème. Si tu te fais voler de l'argent parce que tu as donné ta clé privée sans faire exprès, ou que tu l'as perdu avec une fausse manip, c'est ciao, il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Donc tu as quand même plus de responsabilités qu'avec une banque qui sécurise un minimum ton argent. Mais comment ça fonctionne concrètement ? Pour expliquer ça de manière simple, je vais emprunter l'explication qui a été faite par la chaîne Grand Angle Crypto, qui est une chaîne que je vous recommande d'ailleurs. Quand vous créez un compte pour acheter du Bitcoin ou n'importe quelle autre crypto-monnaie, vous créez une clé privée et une clé publique. Il faut voir ça comme une boîte aux lettres. La clé publique, en fait, c'est l'adresse de réception, c'est la fente où tout le monde peut vous envoyer du courrier, regarder ce qu'il y a dans votre boîte aux lettres, etc. Et votre clé privée, c'est la clé qui déverrouille la boîte aux lettres. Si vous vous la faites voler ou que vous la perdez, vous n'avez plus accès à votre courrier. Vous ne pouvez plus dépenser vos bitcoins. Si vous voulez, je ferai une vidéo pour voir comment on sécurise sa clé privée. Et aussi, il ne faut pas voir le bitcoin comme la pièce jaune là qu'on voit passer partout, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Quand tu achètes du bitcoin, t'achètes pas du bitcoin. Oui, je sais, c'est bizarre. Non, en fait, tu achètes la propriété sur ce bitcoin. J'essaie de dire comme ça a l'air compliqué, mais pour simplifier les choses, imagine qu'un bitcoin, c'est une parcelle de terrain de 1 mètre carré. Donc ce terrain, il ferait 21 millions de mètres carrés, car il y a 21 millions de bitcoins disponibles et il n'y en aura jamais plus. Donc quand tu achètes du bitcoin, il n'y a pas des bitcoins virtuels, pièces jaunes qui vont dans ton portefeuille. Non, tu vas juste recevoir un titre de propriété sur ce bitcoin. Et si tu décides d'en envoyer à quelqu'un, c'est pareil, tu lui envoies juste un acte de propriété. Donc en fait, on s'échange juste tous des actes de propriété de bitcoin. Et tous ces changements de propriétaire, sans exception, ils sont tous inscrits dans la blockchain du bitcoin. C'est pour ça que c'est sécurisé. Parce que s'il y a un mec qui arrive à prendre ta clé privée et te voler tes titres de propriété sur le Bitcoin, toi tu as juste à aller sur la blockchain, rentrer ton adresse et voir la dernière transaction qui a été faite et tu vas retrouver l'adresse du mec. Après, bonne chance pour retrouver le mec en vrai. Maintenant, on va passer à une partie plus fun.
enfin moi je la trouve fun perso, la cyclicité du Bitcoin. En effet, si vous ne le saviez pas, l'une des particularités des crypto-monnaies et surtout du Bitcoin, c'est qu'il fonctionne en cycles qui sont facilement remarquables. Tous les 4 ans environ se produit le halving. Pour faire simple, il y a des gens qui mettent à disposition du matériel pour miner les bitcoins qui restent. Car oui, ils n'ont pas encore été tous minés. Il en reste 1,6 million à miner à peu près. En réalisant des calculs et en faisant cela, ils sont récompensés en bitcoin. Enfin, en propriété sur du bitcoin, t'as compris. Et donc tous les 4 ans à peu près, cette récompense, elle est divisée par 2. C'est ça le halving. Et comme tu peux le voir sur ce graphique qui retrace le prix du bitcoin à travers le temps, depuis sa création, c'est toujours après le halving que la phase haussière commence. Quand on parle de cycle en crypto, on parle du bull run pour la phase haussière et du bear market pour la phase baissière. Parce que le taureau, il donne des coups de corne du bas vers le haut et l'ours donne des coups de griffe du haut vers le bas. Donc quand ça monte, t'es en bull run et quand ça descend, t'es en bear market. Cependant, plus on avance dans le temps et moins le bitcoin a tendance à être volatile, car il se démocratise de plus en plus. L'époque où tu mettais 10 balles et que tu ressortais avec 10 millions, c'est terminé, on ne reverra plus jamais ça sur le bitcoin. D'ailleurs, en 2010, il y a un mec, il avait la dalle, tu vois, et il a acheté une pizza pour 10 000 bitcoins. Donc tu vois, à l'époque, c'était pas cher, c'était genre quelques dollars. Sauf qu'aujourd'hui, cette pizza à 10 000 bitcoins, elle vaut 800 millions de dollars. T'imagines le somme du mec? À cause de cet événement, maintenant, le 22 mai, c'est le Bitcoin Pizza Day, pour fêter ça. Pour résumer ce qu'on a dit avant, on atteint le point bas quelques mois avant le halving. Ensuite, après le halving, le Bitcoin connaît une grosse phase haussière, c'est le bull run. Tout le monde est sous l'emprise de l'euphorie, les médias parlent du Bitcoin comme si c'était le futur. En général, c'est à ce moment-là, quand ta grand-mère elle commence à te parler du Bitcoin, qu'on atteint le point le plus haut, qu'on appelle l'ATH, All Time High, le plus haut historique. Ça, c'est la partie amusante, mais après vient le bear market. Au début du bear market, le Bitcoin il perd un peu de valeur, mais rien d'alarmant. Mais petit à petit, il perd de plus en plus de valeur. Et en général, les gens, ils s'en rendent compte bien trop tard et le Bitcoin, il a déjà perdu beaucoup de valeur, genre 20%, 40%, 50%. Si vous voulez, je vous ferai aussi une vidéo pour voir comment on peut éviter ça. Et donc pendant cette phase, tout le monde se désintéresse du Bitcoin, les médias, ils commencent à dire que c'est une grosse arnaque, c'est un système de Ponzi géant pour ceux qui connaissent, et etc. Et on arrive à un moment où il n'y a quasi plus personne, et c'est là qu'on atteint les nouveaux points bas, et l'histoire recommence. Quand tu investis sur le marché des cryptos, il faut vraiment avoir les reins solides parce que du jour au lendemain, tu peux te retrouver à moins 20%, à moins 40% de ton capital. Donc quand tu as 100 balles, ça va, tu vois, tu perds 40 balles, mais si tu as quelques milliers d'euros dessus, tu perds beaucoup d'argent. Faut que tu gères tes émotions quand tu investis, comme la peur ou l'euphorie, et tu dois résister à l'emprise des biais psychologiques, comme le FOMO, qui consiste à prendre une décision rapidement pour ne pas rater le train. Et en général, tu prends pas des bonnes décisions quand tu es sous l'emprise du FOMO. La clé pour réussir, c'est se détacher de ses émotions et d'avoir une approche pragmatique du marché. Il faut investir que dans les choses que tu comprends et que tu maîtrises. Bon voilà, maintenant vous avez tous les éléments pour comprendre dans les grandes lignes le Bitcoin, mais ça suffit clairement pas pour prendre une décision d'investissement. Si vous voulez approfondir votre connaissance du marché crypto, je vous recommande la chaîne de Hunter de Cryptomatrix, qui fait des vidéos très régulièrement sur les actualités du marché, la chaîne de Grand Angle Crypto qu'on a vu tout à l'heure. Je vous conseille aussi la chaîne de Cryptost et de Hasher. Je vais tout vous mettre ça en description de toute façon. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre la cloche.